N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togoli News. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints sur Radio Taxi FM Lomé à l'heure de Taxi Presse. Taxi Presse ce matin, c'est avec Kenanou Issifou, Olivier Adja, Isidore Akolor et Tchakala Aliro. Nous reviendrons sur les grands sujets de l'actualité sociopolitique de notre pays. Nous parlerons de l'éducation. Nous nous rendrons à Montréal, au Canada, pour relancer le débat ce matin. Avant de retrouver les confrères, juste vous dire que dans les kiosques ce matin, vous avez le journal La Lanterne, le confrère qui parle du mandat social. Est-ce le remerciement du 20 décembre de nouvelles taxes sans mesure d'accompagnement pour étouffer les Togolais, écrit Doumahachi ce matin. Vous lirez l'article dans le journal. Sans le PNP, le CAR, que deviendra la C14? C'est l'interrogation du journal. D'ailleurs, nous reviendrons sur le sujet avec les confrères tout à l'heure. Vous lirez l'article dans le journal La Lanterne. Il y a aussi la dépêche, l'opposition togolaise et la loi de série. Alors, pour comprendre le sujet, il vous suffira simplement d'acheter le journal La dépêche pour les éléments. Il y a 20 ans, Maman Marie, Kouta, épouse et Adema nous quittait. Écoutez, vous lirez l'article dans le journal. Et puis, décentralisation, un pays dangereusement émietté. François Bokor, un candidat redouté, écrit le journal La Dépêche. Et il y a le journal Le Messager qui est aussi au téléphone. Alors je voulais qu'on en parle avec le patron de ce journal-là qui est au téléphone avec nous, Tchaboré Bouraïman. Tchaboré, bonjour. Oui, bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints, Tchaboré. Et ce matin, quand on a parcouru votre journal, vous vous intéressez également à la C14, au conclave de la C14 notamment. La montagne accouche d'une souris, écrivez-vous ce matin. Le grand mouvement réduit finalement à la candidature de Jean-Pierre Fabre, Tchaboré. Oui, je crois que tout le monde a suivi le déroulement et tout ce qui s'est passé avec tout ce qui entoure le conclave qui avait été annoncé tambour battant, où les gens nous faisaient croire que c'était un grand mouvement qui était en vue. Et à travers le conclave qui devait se tenir avec les 14 partis politiques de l'opposition communément appelée la C14. Oui. Je crois que c'était une bonne chose pour les militants de cette coalition qui voyaient un nouvel avenir, c'est-à-dire que par rapport aux échecs que les uns les autres ont connus avec leur lutte depuis le 17 août 2017, le 19 août pardon, 2017 jusqu'à ce jour, mais c'était le moment de se relever. Il y a eu plusieurs voix qui se sont levées pour le dire. Les gens avaient en quelque sorte confiance que c'était le moment qui était venu pour que de nouvelles choses puissent se faire. N'oubliez pas, je le dis entre parenthèses, que le Togo a besoin d'une opposition qui est responsable, qui est forte, qui sait s'organiser pour avoir un contrepoids avec le pouvoir et faire avancer les choses. Mais je le dis, malheureusement, vous avez compris ce qui s'est passé avec ce conclave qui est annoncé, qui en fin de compte s'est réduit à une journée de réflexion. À une journée de réflexion où il n'y avait que 9 partis politiques qui se sont retrouvés à ce conclave. Vous comprenez que ça pose problème. Ça pose problème à ce moment où les gens, comme je l'ai dit tantôt, avaient mis leur espoir, surtout les militants de la coalition avaient mis leur espoir sur ce conclave. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que finalement, après ce conclave, la semaine passée, les gens ont compris que c'était la candidature de Fabre qui était en vue. Donc, quand vous lisez les choses, vous comprenez à peu près que ce qui a fait qu'il y a un certain nombre de partis politiques qui se sont désolidarisés. Parce que le duo Fabre et Adamabou ont voulu mettre devant un fait accompli les autres partis de l'opposition qui n'ont pas pu accepter. Donc, au finish, les gens s'étaient préparés en amont
et pour faire comprendre que c'était un conclave, un grand mouvement qui devait se mettre en place. Mais malheureusement, nous avons vu ce qui s'est passé et on a finalement annoncé la candidature de Jean-Pierre Fabre pour 2020. Et c'est ça, en fait, le secret qui était là-bas, le secret qui a discorde entre les partis politiques de l'opposition par rapport à ce conclave. Et vous avez vu avec moi, vous avez vu les déclarations, vous avez suivi les déclarations ces derniers jours où il y a contradiction, les gens veulent dire une chose et au même moment ils disent le contraire. Donc voilà ce qui s'est passé avec ce conclave. Et puis c'est une déception par rapport aux militants. Lorsque vous écoutez les militants et les sympathisants de la C14, je crois qu'il y a une déception qui s'est dégagée. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal le Messager, et puis vous revenez également sur la journée marathon du chef de l'État hier, Bassar Dankpen Doufelgou, centrale solaire, infrastructure marchande et pistes rurales inaugurée par Fornia Singbe, écrivez-vous ce matin. Oui, je crois qu'aujourd'hui, hier mardi, ça a été une journée marathon pour le chef de l'État Fornia Singbe, qui a inauguré à Bassar une centrale solaire, qui a également inauguré dans Dankpen un marché et dans Doufelgou les pistes rurales. C'est une bonne chose. Nous disons que des moments comme ça sont des moments où il faut apprécier, où les populations ont besoin de vivre. Parce que vous imaginez, Eric, quand vous allez dans certaines contrées de nos pays, se déplacer c'est difficile. Il n'y a pas de piste rurale, il n'y a pas des infrastructures. Et par rapport à l'énergie solaire, vous comprenez que nos populations, dans certains lieux, en ont besoin. Parce que ça fait partie des structures qui peuvent faire développer nos populations dans ces pays. Et voir que le chef de l'État a à cœur ces choses, a à cœur ces actions, a à cœur ce problème des populations, moi je pense que c'est une bonne chose qu'il faudrait apprécier à sa juste valeur. Maintenant, il y a un maintenant, ça je me pose souvent la question, lorsque nous voyons de ces structures qui sont mises en place au profit de nos populations. Comment faire pour entretenir ces structures, Eric? Je crois que c'est là la question. Les choses, l'idée est bonne, mais les autorités ont pris l'initiative de favoriser un certain nombre de choses à travers ces actions mises à la disposition des populations, mais l'entretien pose problème, Eric. Vous comprenez, il y a par le passé certains actes que le chef de l'État a posés, mais au finish, on a vu que 1 an, 2 ans, les structures qui ont été mises en place sont tombées en désuétude. Maintenant, il va falloir un suivi. Je crois que c'est là que moi j'interpelle les autorités, le gouvernement de façon générale. Lorsqu'on met cette structure en place, il faut faire un suivi. Et c'est là également, Eric, qu'il faut comprendre la nécessité d'aller aux élections locales et d'avoir les structures locales pour pouvoir gérer ces structures. Donc, au même moment, j'ai fait un clin d'œil au chef de l'État pour féliciter, mais au même moment, j'ai posé des interrogations dans cet article pour dire, franchement, il est temps qu'on puisse aller à ces élections locales pour doter la base de ces structures de la gestion locale pour entretenir ces structures qu'il met en place, qui sont salutaires. Donc voilà, j'estime que ma voix va porter, j'estime que les gens vont m'écouter pour que je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de nos confrères qui ont également relevé les mêmes inquiétudes pour que les autorités, franchement, puissent prendre à part le corps de ces inquiétudes et faire en sorte qu'après cette inauguration, qu'il y ait un suivi et que les gens puissent bénéficier véritablement de ce qu'on met en place. Écoutez, on lira l'article dans votre journal Le Messager ce matin. Merci beaucoup, Chaboré Bouraïma. Non, c'est moi qui te remercie, Eric, et bonne journée à toi et salut tout le monde. Merci beaucoup. Surtout les directeurs de Taxi FM. D'accord, allez, bonne journée à vous. Merci beaucoup, Eric. Il y a aussi le journal Fraternité qui est dans les kiosques ce matin. Le pouvoir de Lomé et le clergé catholique, du berger à la bergère, écrit le confrère. Alors vous achetez le journal et vous aurez tous les détails là-dedans. Réforme et présidentielle, l'ANC entretient le flou, écrit le journal. La photo de Éric Dupuis et de Séverin Corsi-Adra à la une du journal Fraternité. Une rédaction encore très rapidement de retrouver les confrères en studio, c'est celle du journal La Manchette. Nous avons Sylvestre Béni qui est au téléphone avec nous. Sylvestre, bonjour. Oui, bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là avec nous au téléphone ce matin. Et ce matin, justement, dans votre journal La Manchette, vous évoquez les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Unir chante la berceuse, au Maou, la C14, elle dort toujours.
Oui, évidemment, Eric, vous savez, les réformes, c'est en fait la principale revendication de la coalition, hein, ou si vous voulez, donc du mouvement de Tipi Adjadam depuis le 19 août 2017. Et en fait, c'est cette revendication qui est le point d'orgue donc de la coalition tout au long donc de la crise que nous avons vu toutes les manifestations. Mais aujourd'hui, le peuple togolais a quand même du mal à comprendre cette léthargie dans laquelle la coalition des 14 partis de l'opposition. Au moment d'être au front, les gens se tuent, s'éprouvent donc à restructurer la C14 au moment où unir sur le terrain peut-être de pèlerins à Kanté, c'est la balade des gens heureux, et unir est souvent au front Fognassingé qui frappe même le devant donc des préfets, qui va même inaugurer même les marchés. Mais dans tout cela, c'est une guerre implacable au niveau de la coalition, c'est des régicides de Bacardi, c'est des gens qui ne s'entendent pas et qui se lancent des pics. Donc aujourd'hui, nous avons l'impression que les gens, c'est comme si c'est un mauvais sort qui est lancé à l'opposition togolaise à l'orée, à l'approche donc de chaque élection. Ce sont des gens qui se querellent d'abord entre eux avant donc de se retourner contre l'ennemi commun ou l'adversaire politique. Donc aujourd'hui, c'est comme si du côté de l'unir, on déroule le tapis, on fait tout, on chante donc la berceuse et la C14 qui n'a d'autre chose qu'à faire. Et là, ils ne font que dormir. Oui, bien sûr, on lira l'article à la page 3 du journal. Et puis les élections locales au Togo, Maître Yaouvi Agboibo, intraitable sur les préalables, vous l'évoquez ce matin. Ah oui, effectivement, le cas donc de Maître Yaouvi Agboibo qui veut jouer donc la carte de la transparence parce qu'ils ont été reçus, une délégation donc de CAR et a été reçue par le ministre de l'administration territoriale, M. Bokessi. Donc à la suite donc de cette rencontre, ils ont quand même communiqué et ils ont clairement dit qu'il faudrait quand même qu'on puisse s'occuper d'abord des préalables, c'est-à-dire les réformes constitutionnelles et institutionnelles, prescrites par la péché depuis le 20 août 2006. Et aujourd'hui, même au moment donc au plus fort temps de la crise, il y a la feuille de route donc de la CEDEAO du 31 juillet 2018 qui est également demandé au gouvernement togolais de faire les réformes. Mais juste aujourd'hui, du moins nous sommes dans cette logique où UNIR ne fait rien faire. UNIR veut encore aller aux élections locales sans les réformes, d'autant plus que l'Assemblée nationale a déjà lancé il a ouvert quand même la candidature à ce que les gens viennent compléter donc la liste au niveau donc de la CENI. Donc ça veut dire que les gens sont dans cette logique-là de continuer parce que devant, comme le dit Babo, c'est maïs. Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Écoutez, on lira tout ça dans votre journal La Manchette ce matin. Merci beaucoup Sylvestre Béni. Oui, merci Eric et bonne journée à toi mon frère. Merci et bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup. Et voilà, on a fait le tour complet quand même des rédactions et ces deux confrères qui étaient donc au téléphone avec nous. On va retrouver tout à l'heure les confrères en studio, Tchakala Alirou, Olivier Adja et Kenanou, ici pour le développement des titres, en tout cas des sujets que nous avons programmés. On parlera politique avec l'annonce des locales en attendant la présidentielle de 2020. Et puis on reviendra encore sur le redressement de notre pays, le Togo. Des réflexions sont menées ici et là. On tentera un coup à Montréal avec Kofi Sonopon, qui est le directeur de publication du magazine Faisons briller notre pays lors de l'humanité. On y reviendra tout à l'heure. Retour en studio avec les confrères. Bonjour à Kenanou Issifou. Bonjour Saint-Éric Gator, bonjour à toutes et tous ceux qui nous écoutent ce matin. Vous allez bien? Je vais toujours bien. Parfait, ça me rassure. Oui. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Saint-Éric Gator et bonjour à toutes et à tous, surtout aux Catalans, aux Barcelonais. Ah oui, il y a un programme? Bon, de toute façon, la victoire est déjà acquise et tout. D'accord, face au Real de Madrid? Ce soir. Très bien. Bonjour Tchakala Aliro, un Madeleine qui va répondre à un Barcelonais tout à l'heure. Oui, bonsoir. Bonjour plutôt. Vous savez, quand il est déjà dans certains rêves sont en train de prendre corps dans certains esprits,
ça chamboule un peu les choses dans la tête. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et je crois que ce soir, nous avons du répondant pour les petits provocateurs. Très bien, ben on verra tout ça ce soir. Merci d'être avec nous ce matin. Nous parlerons politique, rassurez-vous, hein? Pas de sport ce matin. Mais avant de vous retrouver, nous avons avec nous Moussa Saba Issa, qui est le secrétaire de l'association Pacifique. Comment allez-vous, cher Issa? Je vais bien, Eric. Bonjour. Bonjour À tous les éditeurs de la radio Taxi FM. Merci d'être avec nous ce matin. Il se trouve que votre association, le Pacifique, organise un forum. Un forum pacifique comme le nom de votre association, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que vous l'organisez de toute façon. Justement, ce serait la 4e édition donc, du forum du Pacifique. Depuis 3 ans, nous organisons régulièrement des forums. Et cette fois-ci, le 4e sera consacré donc, à la question du vivre ensemble en communauté plurielle. Et nous avons mis 2 points par là donc, de la complémentarité entre ces communautés-là et les responsabilités vis-à-vis. Alors, qu'est-ce qui va être dit? Quand on parle de vivre ensemble, on sait qu'il y a un problème majeur dans notre pays où presque on ne vit plus véritablement ensemble. Il y a les règles de notre société qui sont bafouées. Alors, quand vous décidez de débattre, en tout cas sur ce thème de vivre ensemble en communauté plurielle, ça voudra dire qu'il y a des éléments que vous voulez apporter. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Bon, au fait, nous ne sommes pas en train de parler donc, de la communauté togolaise en intra. Nous voulons parler donc de la communauté togolaise face à des communautés étrangères. Notamment, par exemple, la communauté sénégalaise, la communauté nigérienne, la communauté burkinabé qui sont au Togo. En fait, nous voulons relever à travers ce forum les contributions que ces communautés étrangères qui ne sont pas nationales apportent au Togo. Mais également, nous voulons également ressortir à travers ce forum les responsabilités, c'est-à-dire les limites que ces communautés étrangères ont par rapport aux nationaux, mais que les devoirs aussi que les nationaux ont par rapport à ces communautés. Kelano Issifou, vous avez une idée aussi sur ce forum qui s'organise samedi prochain, le 2 mars, à Lomé, à l'Agora Senghor, on va y revenir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus par rapport à ce thème qui est choisi? J'ai envie de dire qu'il y aura des sommités à ce rendez-vous. Bien évidemment, je crois que le socle même du Pacifique, c'est quoi? C'est surtout donc le contexte religieux, d'accord, qui est aussi pesant, parce que si au Togo, effectivement, on n'a pas de problème véritablement par rapport à la coexistence pacifique entre les communautés, ça ne veut pas dire qu'en réalité, tout est stable et qu'on ne peut pas craindre que cela arrive, parce que souvent, ça va vite, les conflits entre les communautés étrangères et les communautés intra, comme le disait mon frère Issa tout à l'heure. Au Sahel, ça va vite souvent. Au Nigeria, où on voit que les communautés musulmanes ont du mal à cohabiter pacifiquement avec les communautés chrétiennes. Donc, le Pacifique a décidé en réalité de prévenir tout cela, donc en organisant chaque année. Parce que ne pas en parler, ça voudrait dire qu'on laisse des braises qui peuvent fumer à tout moment. Et donc, c'est dire, si les gens vivent au Togo et qui se comportent comme des Togolais, ils bénéficient du climat de paix que nous avons, de l'hospitalité togolaise légendaire comme on la connaît. Il faut quand même avoir des limites, comme il le relevait tout à l'heure, pour qu'en réalité, ceux qui reçoivent, accueillent, ne se sentent pas frustrés par rapport à la propension des autres à jouir plus de liberté, à aller même jusqu'à avoir parfois, c'est-à-dire que plus de notoriété, plus de privilèges que les nationaux. Et donc, c'est en parler et dire ensemble, se regarder en face, c'est vrai, vous vivez chez nous, comment est-ce que vous trouvez ce climat, comment est-ce que vous pouvez contribuer pour que ce climat puisse être maintenu, que les nationaux bénéficient de ce que vous apportez et que vous puissiez bénéficier de ce que vous venez retrouver. Donc je crois que voilà l'idée et je pense que le forum a sa raison d'être et mérite donc d'être soutenu et accompagné. Oui, je parlais des sommités, il y aura par exemple l'ambassadeur de la République du Niger au Togo qui prendra la parole, il animera un sous-thème. Il y a aussi l'ambassadeur du Sénégal au Togo, le consul général de la République du Burkina Faso au Togo. Il y a beaucoup d'autres personnalités également qui seront à ce rendez-vous, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça va se faire en 2 panels. Donc le premier panel sera animé par les ambassadeurs et c'est eux qui parlent donc de la contribution de leur communauté dans le développement du Togo. Maintenant, dans le second panel, ce seraient les islamologues universitaires et ils parleront donc de la responsabilité, des responsabilités, j'allais dire, des étrangers vis-à-vis des Togolais. Et donc, sous l'angle de la région islamique. Très bien. Alors, on rappelle le rendez-vous, très rapidement. Le rendez-vous, c'est le 2 mars, dans la grande salle de conférence de l'Agora Senghor. Donc, nous invitons tous les Togolais à y participer. Tout le monde peut venir à la rencontre? Bien sûr, tout le monde peut venir. Pas d'invitation particulière? Disons que la salle est grande et peut accueillir tout le monde.
Pas de ticket à payer? Non, pas de ticket à payer, c'est gratuit, l'entrée est gratuite. D'accord, très bien. Merci beaucoup à Marsa Saba, Issa, qui est le secrétaire de l'association Pacifique. Je rappelle que samedi prochain, à partir de 8h30 à Agora, Senghor, vous pouvez venir pour ensemble qu'on puisse réfléchir sur le vivre ensemble en communauté plurielle, complémentarité et responsabilité. Une organisation de l'association Le Pacifique, c'est le forum, c'est la 4e édition, donc qui sera organisée à samedi prochain. Merci beaucoup, M. Issa, d'être venu nous voir ce matin. Merci Eric pour cette possibilité que vous nous avez donnée de parler de notre forum. Allez, bonne journée. Merci à vous également. Et nous sommes en studio avec les confrères, nous allons parler politique pour démarrer avec ce qui s'organise et qui s'observe depuis quelque temps. Les élections locales, ça viendra très bientôt. Le gouvernement d'ailleurs a pris l'initiative d'en informer donc les partis politiques qui sont en train donc d'être reçus au niveau du ministère de la décentralisation des collectivités locales. Le ministre Paya aussi organise des séances de travail. Le comité d'action pour le renouveau CAR était quand même l'un des premiers à communiquer officiellement sur cette rencontre avec le ministre. On aura forcément le cadeau de revenir là-dessus. D'ailleurs, le confrère Sylvestre Denis en parlait tout à l'heure. Le CAR qui demande au gouvernement de ramener d'abord l'accord politique global sur la table et de faire les réformes avant qu'on ne parle des élections locales. On va y revenir tout à l'heure. Mais, vous savez, on en a parlé ici, le Conseil des ministres à Tabligo. Il y en a encore un qui est programmé ce matin à Kanté. Tchakala Liro. Oui, après Tabligo, c'est Kanté, et cela participe de ces délocalisations amorcées il y a quelques semaines. C'est vrai, quand on y va, c'est pour discuter des questions sérieuses et nous ne sommes pas dans les secrets des premières autorités du pays qui ont décidé de le faire ainsi. Mais ce que nous souhaiterions, c'est qu'après ces conseils des ministres, que certaines préoccupations puissent être des populations qui ont accueilli ce conseil des ministres, ils puissent avoir des actes forts qui se prennent en leur faveur. Donc c'est tout ce que nous pouvons dire. Mais le reste, qu'est-ce que ça induit comme coût? Est-ce que c'est nécessaire, les conseils des ministres? Est-ce que nos villes, vu leur manque de tout, est-ce que c'est opportun maintenant de les faire? Bon, il faut que ça commence à une période et bon, on a estimé que c'est maintenant qu'il faut le faire et bon, vivement que la population des villes dans lesquelles se tiennent ces conseils de ministres délocalisés là puissent bénéficier un temps soit peu des retombées de ce que cette armada... Vous parlez des retombées, on en a vu beaucoup à Tabligo déjà? Non, je ne sais pas, c'est un vœu que je formule. Il faut vivement qu'au-delà de ces conseils des ministres qu'on délocalise, que les populations aussi puissent tirer quelque chose de ça, que des actes forts soient posés en direction des populations dont la ville a servi de base pour la tenue de ces conseils des ministres. Mais bon, au-delà de ça, s'il n'y a rien que ces populations-là puissent tirer de ces conseils des ministres délocalisés, je ne vois pas l'opportunité alors. Donc on pourrait les tenir à Lomé comme on a eu l'habitude de le faire. Bon, pourquoi les délocaliser si en retour on ne verrait rien de neuf? Olivier Adja, est-ce que décidément Faure Gnassingbé n'est pas en campagne pour la présidentielle prochaine? Bon, pourquoi parler de campagne, voir derrière ça une campagne? Je ne crois pas, oui, je ne pense pas. Et Faure Gnassingbé est le président de la République du Togo et il peut faire des inaugurations quand il l'attend et rien ne l'interdit. Certes, nous sommes en période post-électorale et plutôt préélectorale et voilà, donc ça coïncide avec des réalisations par-ci et aussi la décision de délocaliser et les conseils des ministres. Moi, j'ai toujours estimé que c'était une bonne chose pour la simple raison que les populations qui l'ont élu donc ont besoin au moins de le voir régulièrement ou de temps à autre et aussi d'être au contact des ministres, d'être au contact des premiers responsables du pays et de partager avec eux leurs difficultés, leurs problèmes. Donc j'estime que ces conseils des ministres, lorsqu'ils se déroulent, ça ne doit pas donner l'impression que ça se déroule dans une tour d'ivoire
où voilà, on va et on revient sans avoir l'occasion d'échanger avec les populations, de vivre les réalités de terrain donc de ces populations et aussi de changer un tant soit peu les quotidiens des Togolais. Donc, dans ce sens, ce serait une bonne chose. Mais si les conseils se déroulent dans une ville et après 5 ans, on revient et la situation est la même, je dirais que, bon, ce n'est que alors là du folklore. Très bien. Ben, Kenano Issifou, sur ce sujet, un mot. Ben oui, je crois que nous étions les premiers ici la dernière fois à souhaiter que ce soit une tradition et que cela puisse accoucher effectivement de retombées. On a commencé, je l'avais dit la dernière fois, c'est trop tôt pour dire aujourd'hui que c'est quelque chose qui en réalité est d'intérêt ou pas. Mais ce qu'il faut relever, c'est que quand est Tablibo hier, quand est aujourd'hui, c'est trop tôt aussi de dire qu'après Tablibo, entre Tablibo et Kanté, il n'y a pas eu de véritable changement. De toute façon, ce que je relève, c'est que personne n'a demandé, nous n'étions pas ceux qui avions demandé au président de la République forte de le faire, mais notre souhait, je crois qu'il est en train de marcher dedans, en délocalisé dans les villes, au contact des populations, c'est toujours une bonne chose. Mais comme nous le dit, que ce ne soit pas de la gabegie après et qu'il y ait rien. C'est ça l'inquiétude donc des uns et des autres. Et véritablement, si c'est une tradition qui vient d'être installée, il faut que déjà à la 3e, 4e étape, qu'on puisse voir réellement des actions qui sont sous-jacentes donc à cette démarche qui est en train d'être menée. Très bien. Et ça nous amène à évoquer donc la question politique au Togo avec les élections locales qui s'organisent. Au niveau de l'opposition, les divergences de vues apparaissent déjà au niveau de la C14, même si on ne communique pas encore véritablement sur les conclusions de la journée de réflexion. Certains de nos confrères qui sont dans les confidences au niveau de la C14 nous renseignent que, eh bien, cette coalition entend participer aux prochaines locales, mais en rang serré, en attendant de faire pression sur le gouvernement pour que des réformes soient faites pour que la présidentielle soit bien ouverte. Au niveau du CAR, le CAR qui s'est mis en retrait un petit peu dans cette coalition, eh bien, pour avoir été donc reçu par le ministre Paya Douabkossi, Maître Yaovi Agbouibo et sa suite ont été clairs. Vous ramenez sur la table de négociation l'accord politique global, vous faites les réformes et on ira aux élections locales après. Est-ce que ce n'est pas encore parti pour des tergiversations, Chakala Liro? Non, pourquoi parler de tergiversation? Non, moi je ne vois pas la chose ainsi. Et vous savez, l'accord politique, ça tient tellement à cœur au CAR et à Maître Yaovi Agbouibo, parce que cela émane des Togolais. C'est les Togolais qui ont fait en sorte que ce acte fondateur du renouveau togolais puisse être acté. Vous avez vu la ferveur qui était autour de cette chose en 2006 quand on signait cet accord politique global. Donc les Togolais avaient dit que bientôt nous verrons le bout du tunnel. Et qu'est-ce qui a été fait? Quel traitement a-t-on réservé à cet accord politique? Pas grand-chose. Si on n'en serait pas là à parler aujourd'hui des réformes, puisque tout a été mis contenu dans cet accord politique global. Si la feuille de route qui a été malmenée, ça ne demande pas d'être Togolais. C'est suite à la crise que nous avions connue que certains pays amis et certains partenaires ont décidé qu'il faut quand même un canevas pour une sortie de crise. Vous avez vu un peu ce qui a été fait de ce. Donc maintenant, ce qui nous appartient, ce qui a un peu eu l'assentiment de tous les acteurs politiques. Donc il faut, si on n'arrive pas à mettre en œuvre la feuille de route, autant revenir à un acte fondateur qui a consacré le renouveau du pays, c'est la PG. Donc il faut aller. Donc je crois que le CAR n'est pas en train de jouer un disque rayé, mais c'est un disque qui est d'actualité, puisque tout ce qui était contenu dans l'accord politique, si ça avait été mis en œuvre, on ne serait pas là. Il n'y aurait même pas eu cette histoire de 19 août. Oui, mais cette demande de ramener sur la table de négociation l'accord politique global et donc de faire les réformes, c'était la même chose jusqu'à ce qu'on aille aux élections le 20 décembre dernier. Mais on ne va pas tout le temps remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est pas parce qu'on n'a pas pu mettre ça en œuvre pour que les législatives aient lieu et que maintenant on ne peut pas remettre au gré du jour cet accord politique. Il faut un moment que les acteurs politiques se décident à bien faire. Ça fait plus de 30 années que nous n'avions pas connu les élections locales. Si on doit peut-être opérer les réformes pour que les premiers pas
de ces locales puissent faire avec les réformes bien effectuées, je crois que ça serait quelque chose là. Ça va un peu dégager le boulevard par rapport à la présidentielle de 2020 qui s'annonce. Donc on ne peut pas dire que c'est parce que l'accord politique n'a pas été opéré et qu'on est allé aux dernières législatives et que pour ces locales-là, on ne peut pas quand même se transcender, faire cet effort-là pour quand même avoir les réformes et partir sur des bases plus saines et créer une certaine inclusivité autour de ces locales-là. Il faut le faire. C'est un acte qui va agrandir le pays. C'est un acte qui va peut-être créer cette démocratie-là que nous voulons depuis la base. Donc, si tout le temps on va dire que non, on est pressé par le temps, non, on a fait les législatives sans cet accord politique global, non, je crois que ça ne fait pas sérieux. Le CAR est en train de remettre quelque chose qui peut peut-être aujourd'hui grandir l'image du pays au niveau. Alors, les élections locales à venir, le CAR pose ses préalables, on le disait tantôt avec l'accord politique global et puis les réformes politiques, mais en réalité, nous ne connaissons pas encore la date précise de ces élections locales. Il y a des sources qui évoquent avril prochain. Nous sommes en fin février, 2 mois. Est-ce que franchement, on permet aux partis politiques de se préparer pour ces élections-là ou c'est un ballon d'essai qu'on est en train de faire au niveau du pouvoir? Olivier. Non, je saurais répondre à cette question. L'essentiel est que nous savons que les élections locales sont des prévisions qui peuvent donc être réalisées. Et j'estime aussi que en tant que formation politique, toutes les formations devraient s'apprêter pour les échéances à chaque fois qu'une échéance prend fin. C'est-à-dire, la nouvelle élection, même si elle est dans 5 ans, il faut que le parti politique la prépare à la fin, tout juste à la fin de l'élection qui s'achève. Et c'est comme ça on gagne des élections, c'est comme ça on gagne le cœur des Abonnez-vous à Togo News. Ce n'est pas ce réveil tardif que nous constatons toujours au niveau de certaines formations politiques de l'opposition, et où c'est à la veille des élections qu'on se met donc au travail, à l'ouvrage. Parce que ce qui n'est pas bon, il faut aussi le dire, nous avons parfois des élections surprises. Est-ce que dans nos pays, dans ce cas? je ne saurais le dire. Vous savez, en France, quand on organise la présidentielle, on sait que 3 mois après, on sait que 3 mois après, il y a l'élection. Absolument, c'est-à-dire que ça devrait être un principe acquis. Parce que nous connaissons le calendrier républicain. Et le calendrier républicain, on sait que la plupart de nos élections, et les mandats des élus durent 5 ans. Alors, on doit au moins avoir une idée du mois au plus auquel on doit organiser les prochaines élections. Mais ce n'est pas le cas et dans nos pays, surtout en Afrique. Donc, chaque parti politique devrait s'adapter aussi aux réalités du terrain. Donc, nous connaissons bien nos pays, donc il faut s'adapter à ces réalités-là. Il ne faut pas être surpris donc, par ces élections. S'adapter à ces élections surprises. Mais vous avez le choix. Est-ce qu'il y a un autre choix que ça? Quand le président fondateur aura décidé d'aller aux élections, on y va. Bon, je ne sais pas trop, mais si ce n'est pas le cas, il faut peut-être qu'on trouve les moyens de changer la situation. C'est-à-dire d'imposer ce qui est bien et ce qui est bien et ce qu'il faut faire. Mais si on n'a pas les moyens de les imposer, alors on doit se montrer plus organisé que cela. Donc ce que moi je dis, maintenant au Togo, il y a aussi les élections d'une part, mais il y a le cadre électoral aussi, l'environnement politique qui devrait normalement être préparé avant ces élections. D'autre part, c'est deux choses qui ne sont pas, en tout cas, qui sont différentes. Donc, il faut dire que élection, oui, mais dans quelles conditions? Ça, il faut se poser la question. Parce qu'on a parlé des réformes. Mais jusqu'ici, on n'a pas encore les réformes. Et les réformes électorales, les réformes constitutionnelles, les réformes sur d'autres plans, on ne les a pas. Donc, est-ce qu'on va aller à ces élections sans les réformes? On a posé la même question, rappelez-vous, à la veille des législatives. Est-ce qu'il faut aller aux élections du 20 décembre sans les réformes? On s'est rendu compte que le pouvoir de Faure Gnassingbé y allait sans les réformes. Il n'y a pas eu de fusion de sang. Aujourd'hui, on repose le même problème. Est-ce qu'il faut aller au local sans les réformes? Et si on y allait, si le pouvoir fixait une date pour y aller, l'opposition va-t-elle boycotter une nouvelle fois ces élections locales? Puisque le CAP dit, si vous ne ramenez pas la PG, si vous ne faites pas les réformes, eh bien, il n'y aura pas les élections locales.
Est-ce que c'est pas la même rengaine finalement? Il a dit qu'il ne serait pas bien. Le cas n'est pas représentatif de toute l'opposition togolaise, ça c'est le premier élément. Et quand on a écouté les confrères tout à l'heure, à la sortie donc du conclave de nos amis de la C14 ou C13, je ne sais plus, les signaux sont déjà donnés pour que les gens participent au local. Et moi je pense que je conseillerais vivement que les gens participent au local si jamais le gouvernement togolais, l'État togolais arrivait à fixer des dates pour ces élections. Parce que vous l'avez dit, j'ai aimé votre développement tout à l'heure, Rigaton, en disant qu'on avait craint une effusion de sang. Il y a eu les législatives, rien ne s'est produit. Non. Alors, Olivier Adja le disait tout à l'heure, tant que nous connaissons nos réalités, pourquoi est-ce que nous ne prenons pas sur nous d'accord? Ce n'est pas tailler en fait une démocratie à la mesure à la togolaise, hein, mais c'est de tenir compte en réalité de notre contexte tel qu'il évolue. On a parlé de l'APG. Entre-temps, il y a eu une feuille de route. Le développement Tchakala le montre si bien. L'APG, à un moment donné, certains l'ont déclaré caduque. Est-ce que la feuille de route, je me pose la question, n'est pas aussi... Oui, mais caduque dans les têtes. Alors, allons-nous à chaque fois dans ce perpétuel recommencement où les gens parlent du mythe de Sisyphe? Je crois qu'il faut en sortir. Moi, ce que je conseillerais, si jamais les dates sont fixées, il faut que les gens participent aux élections. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément que nous oublions. Les réformes que nous réclamons ne sont pas toutes en réalité, ne vont pas avoir toute une influence directe sur les locales. C'est de tenir compte peut-être de la réforme qui permettent effectivement d'avoir de bonnes locales. Oui, mais oui, justement, on parle aussi de la réforme électorale. Oui, mais ne l'oubliez pas. Oui, mais bien sûr, c'est de dire peut-être en proposant au gouvernement de prendre les éléments un à un et de pouvoir évoluer. Il dit d'abord les éléments qui ont trait donc directement aux élections locales et pouvoir on arrange. Après, lorsqu'on va aux élections. Il non, faut pas encore en 2020 oui, forcément. D'accord, ben si on arrive à obtenir cela, c'est que c'est une base qui est établie. Parce que ne l'oubliez pas, tant que nous ne serons pas en réalité dans l'état d'esprit de s'attaquer au problème, d'aller directement aux échéances, de se dire à tout moment il y aura élection. Parce que, comme il le relevait tout à l'heure, il ne faut pas attendre les échéances en réalité pour se prononcer. Il faut être présent sur tout le fil du temps. C'est ce que moi je suis en train de dire. Il ne faut pas attendre forcément les élections avant de pouvoir réagir. C'est de se dire, on est là, on est un parti politique, on travaille pour effectivement remporter les échéances, on est prêt pour les échéances à tout moment, on est au contact des populations, mais en même temps au contact de l'adversaire, parce qu'on prend langue avec lui sur les éléments où on peut faire des concessions, ou alors on marque son opposition sur les éléments où on n'est pas d'accord et avoir de la constance et de la régularité. C'est ce que moi je dis. De toute façon, quand on voit, c'est-à-dire que la manière dont les choses évoluent, on a l'impression que, comme je le dis, nous n'avons pas encore commencé notre démocratie. Et les locales, pour moi, c'est une aubaine pour que les gens trouvent le petit modus vivendi qui permet de pouvoir aller et de dire c'est un nouveau renouveau, si je peux l'appeler comme ça, parce que le renouveau, il y en aura toujours. Tchakala, vous n'êtes pas d'accord avec Inanou Issifou? Non, mais je ne voudrais pas qu'on caricature la chose ainsi, comme si il y a une façon de faire les élections toujours au Togo. Il ne faudrait pas qu'on impose une conduite à suivre à toute une masse. Les réformes, ce n'est pas pour X, ce n'est pas pour Y. C'est pour que le Togo puisse aussi être cité en exemple comme ce pays de grande tradition démocratique. C'est ça les réformes. On ne le fait pas pour faire plaisir à X ou Y. À partir du moment où les réformes ont un grand impact sur les élections, il faudrait que nous y allions. Il ne faudrait pas qu'on fasse les choses comme des packages. Il faut faire ci. Il a dit que mais il faudrait que les gens s'accordent par rapport aux réformes au local et après tout le monde. Non, il faut faire la chose de façon globale et on en finit une fois de bon. Puisqu'il y a des difficultés sur le terrain. Quelles difficultés elles sont où? Elles sont où? C'est une question de manque de volonté. La difficulté n'existe nulle part. C'est une question de manque de volonté. Si les gens s'accordent, si on ne faisait pas les petits calculs autour de ces réformes à faire, vous pensez qu'on serait là encore à parler de réformes? Tous ont accepté l'accord politique. Maintenant, à un moment, il y a eu des défections par rapport à sa mise en œuvre. Vous êtes d'accord avec moi? Même cette feuille de route de la CEDEAO, tous étaient d'accord qu'il faudrait quand même qu'on la mette en œuvre. Mais à un moment aussi, il y a eu des défections. Donc nous allons continuer comme cela? Non, il faut à un moment savoir s'arrêter. Quand on dit que les élections locales
ont un sens pour que notre démocratie puisse avoir une bonne bouffée d'oxygène. Il ne faudrait pas escamoter les États, il ne faudrait pas qu'il y ait de petits paquets. Non, on fait ici et à l'approche de 2020, on va encore faire d'autres choses conformément. Non, il faut aujourd'hui aller de façon globale. Il faut créer un large consensus autour de ces questions liées aux réformes et là, le pays se porterait mieux. Pourquoi toutes les fois quand il est question d'élection, bon, on remet cette question de réforme sur le tapis. Parce qu'à un moment, on ne les a pas faites, ces réformes-là. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on y aille et il ne faudrait pas qu'on fasse les choses suivant les convenances de certains parce que, bon, on a une certaine mainmise sur toutes les structures et que ce que nous déciderons, c'est ça qui va avoir droit de citer sur les autres. Avant de vous donner la parole, Kenan Ouissifou, je voudrais quand même rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent aussi intervenir dans ce débat. Tout à l'heure, même à partir des SMS et des WhatsApp, sur notre numéro SMS ou WhatsApp, c'est le 90 71 49 62 90 71 49 62 pour les messages SMS et WhatsApp. On aura forcément le temps de vous donner la parole d'ici la fin du magazine pour que vous nous appelez directement au téléphone et discuter un peu avec nous. Oui, je suis heureux d'entendre à nouveau qu'en réalité, l'APG émane de l'esprit commun des Togolais et de la feuille de route. Je suis heureux aussi que nous parlons des mêmes acteurs. Si on parlait, d'accord, d'acteurs différents, comme je l'ai souvent préconisé aujourd'hui, je serais totalement d'accord avec le confrère, parce qu'en réalité, à un moment donné, on a fait table rase, et qu'on a décidé d'aller avec de nouveaux profils à un renouveau réel togolais. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure. Mais malheureusement, nous sommes avec les mêmes acteurs qui sont partis de l'APG, qui a été un échec, et qu'aujourd'hui, la feuille de route... APG n'a pas été un échec. Non, mais écoutez, dans la mise en œuvre, vous voulez dire? Oui, mais bien sûr, l'APG n'a pas été mis en œuvre. Il faut situer les responsabilités. Entre-temps, c'est que je suis désolé, Maître Yaovi Agbouibo, il est passé par le gouvernement togolais. Non, je crois ce qui s'est passé. Hein. Mais bien sûr. À la primature. Mais et là, c'est compliqué pour lui. C'est ce qu'il a dit. Et là, justement, c'est pour ça que je dis tenons compte de notre contexte et de nos réalités. C'est tout simplement ce que je dis. Moi, je refuse d'être un idéaliste. C'est vrai ce que nous disons. L'idéal aurait été qu'effectivement, les gens, quand ils prennent des décisions, ils actent des choses qui puissent aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui, à un moment donné, a induit ces difficultés? Personne ne peut le dire aujourd'hui. Mais ce que nous pouvons dire, c'est de la faute des deux acteurs. Est-ce que moi, je dis, si on est avec les mêmes acteurs, je préfère que si on a la difficulté d'appliquer tout ce qu'on a dit à un moment donné, c'est de pouvoir se dire, bon, ok, d'accord, on ne peut pas le faire en même temps de façon globale, allons-y pas à pas. Si on l'avait fait, je suis sûr qu'on ne serait pas au même point aujourd'hui, même si, comme le disait Olivier Adja tout à l'heure, on parle de reliquat et que quelque chose a été fait. Ce qui a été fait, si ça ne permet pas en réalité d'avoir un grand pas, il faut peut-être poser de petits pas pour pouvoir évoluer. Très bien. Moi, c'est ma vision des choses. Oui, bien sûr, et nous la respectons. Il y a un auditeur qui nous dit c'est une démocratie taillée à la togolaise, sinon le régime même peut engager les réformes et mettre le pays sur les rails. Alors, visiblement, les discussions, sinon les réflexions au niveau de la C14, c'est de participer à ces locales parce qu'on a suffisamment laissé du terrain au régime de Faure Gnassingbé. La gouvernance à la base, il ne faut pas le leur lâcher, mais en même temps, d'autres qui étaient dans la C14, on a le sentiment aujourd'hui qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, Olivier. Alors, est-ce qu'on pourra assister à une opposition encore qui boycotte les scrutins? Non, je crois que la C14 est dans une situation d'enfermement et je ne veux pas être à leur place parce qu'ils doivent faire le choix entre le oui et au même moment le non et le non. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, ils doivent accepter une chose et son contraire. Heureusement qu'il y a quelqu'un parmi eux qui a l'art de faire une chose son contraire, donc il arrivera bien à aider les autres à faire ça. Parce que moi, en tant qu'observateur et citoyen, j'estime que ce serait encore une erreur que la C14 ne participe pas au local, quelles que soient les conditions. Je sais que les gens vont sursauter sur leur chaise et leur fauteuil, mais quelles que soient les conditions, ce serait une erreur que la C14 n'aille pas à ces élections. Mais au même moment, pour pouvoir analyser la position de la C14 et bien la comprendre, il faut seulement dire que, en réalité, si toutes les conditions, ou bien si on était dans des situations normales, la C14 ne devrait pas aller à ces élections tant que
les réformes ne sont pas réalisées. C'est contradictoire, hein, ça a l'air contradictoire. Mais c'est dans cette situation qu'ils se sont enfermés. D'accord? Puisque ils ont boycotté les législatives. Parce qu'il n'y a pas de réformes. Bon, c'est selon. C'est selon. Pour les raisons, pour plusieurs raisons, ils n'ont pas été. Ils ne se sont pas recensés pour plusieurs raisons. Leurs militants et leur base électorale, la majorité ne se sont pas recensés, ce n'est pas moi qui le dis. Ils l'ont claironné sur les médias en disant que leur appel a été un succès. Donc, ça veut dire que s'ils allaient à ces locales et qu'on ne faisait pas un recensement sérieux, ils vont se représenter, mais ils auront le choix. Le seul choix, c'est que ceux qui se sont enregistrés, qui sont magistralement pour unir, portent leur voix. Non, il y aura une révision électorale. On ne peut pas présager. Non, c'est le code électoral qui le dit à la veille de chaque scrutin. J'ai dit je ne peux pas présager. Je ne peux pas présager. À moins que le régime ne le fasse pas. Oui, mais qui va le faire? C'est le gouvernement et l'État togolais. Oui, bien sûr. Et il a la discrétion de le faire, d'accord? Donc, attendons de voir. J'ai dit je ne peux pas présager de cela, d'accord? Mais il y a une chose, je vais terminer sur ça. Ça, c'est les tests. Je vais terminer. À moins qu'on viole les tests. Je vais terminer sur ça en disant que nous-mêmes, nous sommes partis du problème en tant que journalistes. Je n'aime pas faire le procès des journalistes. Je n'aime pas écouter aussi les gens faire le procès des journalistes. Mais au même moment, j'ai l'impression qu'on est à l'image de nos politiques. Parce que c'est la même chose qu'on dit sur les mêmes matières, sur les mêmes réalités. Et parfois, j'ai l'impression qu'on ne change pas d'approche. Parce que on connaît le terrain, on connaît la réalité, on peut s'appuyer sur l'histoire de notre pays, sur l'évolution de cette histoire, pour appréhender, ne serait-ce qu'une fois différemment, ce qui se passe. Mais si on veut faire les mêmes choses, on va avoir la même approche à chaque fois, je crois qu'on aura les mêmes résultats, c'est-à-dire l'échec, l'échec et l'échec. Il y a un auditeur qui nous dit, pouvez-vous me dire si l'opposition parlementaire et parlementaire accepterait participer au local en cas de retard avec le vote des réformes, ou assistera-t-on encore au boycott? Et ça, on ne peut pas le dire avec précision. Oui, Tchakala Alero, sur le sujet, est-ce que l'opposition doit-elle mettre la pression sur le gouvernement ou se résigner? Se résigner par rapport à ce qui apparaît comme une évidence, je dis que mais il ne faut pas opter pour cela. L'évidence, c'est qu'on a besoin de réformes pour que ces élections-là se fassent dans des conditions idéales, qui n'est pas des raccourcis que certains vont emprunter pour dire que si on avait fait tant de choses. Mais certains acteurs politiques togolais se comportent comme s'ils sont allés à une guerre et ils sont sortis victorieux. Si, parce que la loi des vainqueurs, on l'applique ici, alors qu'il n'y a jamais eu de conflit pour dire que non, c'est telle chose. Non, nous sommes dans un pays, nous faisons et nous souhaitons le meilleur pour ce pays, et on ne va pas faire les choses suivant certaines convenances, suivant certains petits calculs que certains feraient quelque part. Il faut aller, à partir du moment où on acte, ou bien on adhère à quelque chose, il faudrait faire en sorte que cette chose-là puisse s'imposer à tous. Mais ici, on constate que non, mais dans une certaine ferveur, quand on est dos au mur, on croise les bras, on atteint au même moment, on a son petit calcul derrière qu'on est en train de faire. Sinon, on n'en serait pas là. Moi, je ne voudrais pas que tout le temps, on dise que non, c'est parce que les gens ont boycotté. Ils ne boycottent pas les élections pour le plaisir de le faire. Ils le boycottent parce que toutes les conditions ne sont pas réunies pour que, les gens ne se disent pas que nous sommes allés, il y a eu tel et tel. Oui, mais le boycott, excusez-moi, le boycott du 20 décembre n'a pas empêché la tenue du scrutin. Mais là, on voit un Parlement monocolore. Mais on va toujours continuer comme ça. Est-ce qu'on est fier d'aller dans cette direction toutes les fois?
qu'on parle d'élections, qu'on aille comme ça, qu'on dise que non, parce que bah, nous disposons d'une certaine force, nous avons une certaine main mise sur les structures, organisant les choses, bon, on s'en fout si les... Non, on ne va pas continuer comme ça, il faudrait que nous ayons la décence de faire les choses une fois de bon pour qu'on ait une large adhésion autour de la question. C'est pas parce que toutes les fois, mais si les autres refusent de ne pas aller, il y a aussi certains qu'on va piocher de gauche à droite pour essayer de se donner bonne conscience qu'il y a eu d'autres bords qui ont pris part à l'élection, qu'on va toujours continuer à emprunter cette voie-là. C'est pas la bonne voie. Je ne souhaiterais pas que les gens encouragent cela. Il faudrait que les Togolais, pour la grandeur de leur pays, pour même la démocratie que nous souhaiterions bâtir, que les gens optent pour quelque chose de grand pour notre pays. Et ce quelque chose de grand-là, ça passe par les réformes. Parce que nous tous, nous avions adhéré à ça et on ne doit pas aller suivant nos petits calculs. Si je fais les réformes, est-ce qu'au bout du fil, je vais... Et d'ailleurs, au lendemain de ces élections législatives, le refrain était presque le même au niveau de tous les états-majors. Oui, les réformes, nous allons les opérer, depuis le 20 décembre jusqu'alors. Qu'est-ce qu'on a fait? Les députés sont en vacances. Hein, ils sont en vacances. Il peut y avoir des sessions extraordinaires au regard de la pertinence des sujets. Et il y a un auditeur qui nous dit l'opposition doit aller au communal. Elle aura ainsi une vision sur sa base électorale et une preuve de sa victoire potentielle en 2020, nous dit donc l'auditeur. Alors, il y a un autre qui nous dit, si la démocratie se résume au Togo à l'organisation des élections contestées et toujours gagnée par un camp, alors notre pays est une référence en Afrique. Laissez-nous vous dire qu'il y a trop d'élections budgétivores au Togo. Dans un pays qui n'a pas de moyens, la bonne gestion recommande que les élections soient couplées comme cela se fait au Ghana et au Nigeria. Comme le pays est une bamboula, continuons d'amuser la galerie, nous dit cet auditeur. Un autre qui nous dit pourquoi certains journalistes disent que les élections sont les solutions aux Togolais. Les journalistes sont comme certains politiciens. Balance presque cet auditeur. D'accord, très bien. Et un autre qui me pose la question par rapport au PNP. Hein. Qu'en est-il du PNP où sont passés à Pévon et Tipi? Ils sont là. Non, mais j'aimerais réagir quand même sur ce point de l'auditeur. Lequel? Et par rapport aux élections. D'accord, très bien. Et j'ai écouté Jean Kissi sur une audio et j'ai beaucoup apprécié ces explications sur ce point précis. C'est que qu'on nous dise dans quel pays, quelles que soient les difficultés de ce pays où on a eu une alternance ou une résolution de problèmes en dehors de l'élection, d'une élection. En Côte d'Ivoire, les gens se sont tirés dessus. Il y a eu une guerre, mais qu'à la fin, c'est une élection qui a tranché. Même s'il y a eu des contestations, c'est une élection qui a tranché. Au Congo, Kinshasa, c'est une élection qui a tranché. Non, mais attendez, là, vous déplacez le débat. Au Togo, personne n'a dit qu'il n'ira pas aux élections. On parle de l'amélioration du cadre électoral. L'auditeur pose la question de savoir que les journalistes présentent l'élection comme la solution au problème du Togo. Moi, je dis, en dehors du problème de l'élection, qu'ils nous disent, alors la solution c'est quoi? C'est-à-dire... La solution, c'est la réforme. Oui, je ne refuse pas ça. On l'a déjà dit. Ce que vous oubliez, on a parlé des réformes ici. Moi, j'ai dit que l'élection, c'est une partie du problème, de la résolution du problème togolais, mais que les réformes sont aussi une partie très importante. C'est-à-dire, il faut quand même arriver à faire les réformes pour arranger le cadre électoral, pour que l'environnement politique soit apaisé et qu'on aille à des élections acceptées. Ça, c'est ce que j'ai dit. Mais dans le cas contraire, on veut quoi au juste? Et ce qui nous dit, boycott ou pas, unir aura toujours la majorité sans les réformes, nous dit donc l'auditeur. Oui, Kenanou, malheureusement, j'ai à peine une minute avant la pause, allez-y. Non, rappelons juste quelque chose. Vous savez très bien que nous parlons de local. Moi, je suis sûr, parce que nous parlons de local. Oui. Est-ce que dans le cadre des locales, l'électeur, il a le libre choix d'aller se faire recenser dans sa commune, oui ou non? Je pose une question. Est-ce que quand nous parlons de local aujourd'hui, il est question que le contentieux soit vidé par la Cour constitutionnelle? Je pose une question. Ce sont ces éléments-là que je disais tout à l'heure qu'il faut prendre point par point et le comparer avec la feuille de route que nous avons. Sinon, les revendications d'accord de la C14 pour se demander s'il y a opportunité d'aller à ces élections ou pas. Sinon, à mon avis,
ce serait un bénéfice capital, d'accord, de moins encore perdre que de ne pas aller au local. Parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, l'auditeur, ça permettrait en réalité d'être dans la base, d'accord. Et moi, je trouve que c'est un nouveau départ de se dire, pour l'opposition togolaise, c'est maintenant que nous commençons notre réelle démocratie à la base. Oui, mais quand on part pas sur nous... le même pied d'égalité. Non, mais écoutez. Parce qu'il s'agit aussi de ça. Hein. Nous savons très bien que, quel que soit Alpha et Beta, il y aura les locales. Vous et moi, nous le savons très bien. Tout comme quel qu'a été Alpha et Beta, on a eu les législatives. Mais c'est tout, c'est de ça que je parle. Mais la question de Tchakala, est-ce qu'il faut toujours continuer comme ça? Non, si nous ne parlons pas des mêmes acteurs. Que les frustrations ne vont pas rester. Je dis non, si nous ne parlons pas des mêmes acteurs, si nous ne parlons pas, c'est-à-dire que des mêmes problèmes. Si ce sont les mêmes acteurs, et si ce sont les mêmes revendications, et si ce sont les mêmes problèmes qui sont posés, je crois que pour une fois, il faut tenter de faire les choses autrement. Très bien. Il y a un auditeur qui nous dit « Personne au Togo ne sait comment vont finir les problèmes togolais. Les membres de l'UNIR pensent qu'ils ont la situation en main et ils sont malins. Ils seront surpris un jour, nous dit l'auditeur. » Il y a un autre qui nous dit avant la pause « Dommage que Faure Gnassingbé a attendu la fin de son mandat dit social pour être au four et au moulin pour plusieurs projets de développement. La délocalisation du Conseil des ministres se fait juste pour la campagne présidentielle de 2020, croit savoir l'auditeur. On verra si après les élections de 2020, les conseils des ministres vont encore se délocaliser. Nous allons marquer une pause. On se retrouve après. Il est 12h03 sur Radio Taxi FM Lomé. Vous écoutez Taxi Presse avec Kenanou Issifou, le patron du journal L'Estrade, Olivier Adia, le patron de l'agence de presse Afripresse et du journal Arakiri, et Tchakala Alirou, le grand citoyen d'État, le patron du journal Courrier de la République. Avant de le retrouver pour la suite du débat, nous sommes mis en liaison avec la rédaction de Taxi FM et c'est avec Jean-Marie Leblanc. Jean-Marie, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes au programme pour 12h45, hein, Taxi Midi. Quel est le contenu de votre journal, Jean-Marie? Eh bien, à midi 45, on va parler du rêve du président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe de Voine, route bordée d'espaces verts. Korsi Aboka, en opération GTA propre, c'était mardi. Hugatikbo est témoin. Dossier santé avec la 3e revue annuelle du portefeuille de l'organisation de la santé, une table ronde de 3 jours a lieu depuis mardi à Lomé. La santé n'a pas de prix, j'y reste avec cette fois-ci la 3e édition du marché du bien-être et de la santé également ouverte mardi à Lomé. Au menu, la médecine traditionnelle percée comme une médecine alternative. Et le rendez-vous est pris à midi 45 pour le détail. Et c'est avec vous, Jean-Marie Leblanc. Merci beaucoup, Jean-Marie. Avec retour en fusil avec les confrères, il y a un auditeur qui nous dit qui félicite Olivier, hein. Félicitations à Olivier pour son humilité, ça n'arrive pas tout le temps, hein, Olivier, rassurez-vous et puis estimez-vous heureux. Félicitations pour Olivier pour son humilité. En effet, c'est les journalistes qui ont poussé la C14 à boycotter les législatives. Il donne un certain nombre de noms de journalistes, Ferdinand Ité, Tchakala Alirou, Abi Alpha et autres. Aujourd'hui, ils accusent la C14 et c'est dommage, nous dit donc l'auditeur. Il y a un autre qui dit, demandez-vous pourquoi même les hauts cadres du NIR, comme Bawara, ne parlent plus des réformes. Ils souhaitent bien eux aussi, mais seul Faure Gnassingbé et l'armée décident. Je vous assure qu'il n'y aura aucune réforme, dit donc l'auditeur. Il y a un autre qui se lasse complètement de la presse. Hein. Monsieur les journalistes, laissez-nous en paix, nous dit-il. La mouvance et l'opposition sont ensemble et ils se soucient peu des Togolais, nous dit donc l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit on ne peut pas construire un pays avec une partie du peuple. C'est un terrible frein au développement. Nous serons toujours esclaves dans notre propre pays si nous, sur le pays, on continue à être dirigé comme une épicerie. Tchakala a raison, c'est un homme d'État, dit donc l'auditeur. Kenanou, et on passe à notre sujet. Non, je crois que sur les relations incestueuses, comme nous l'avons souvent
dénoncé d'ailleurs entre la mouvance et le pouvoir, parce que l'auditeur le dit si bien, moi j'aime ça, parce que la façon dont les choses se déroulent, on a l'impression qu'en réalité, la classe politique togolaise, dans son ensemble, ne se soucie pas véritablement du développement et du réel changement de ce pays, parce que tant nous accusons un camp peut-être de tergiversation ou bien de mêmes erreurs, tant aujourd'hui le pouvoir, c'est vrai qu'à chaque crise, au lendemain de chaque crise, on a l'impression que le pouvoir reprend toujours la main et on est reparti, c'est-à-dire qu'avec le même schéma. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aucune situation n'est stable et il faut que nous les Togolais, nous le sachions. Aucune situation n'est stable. Et il faut arrêter de procéder de la même façon. Et tant que nous n'allons pas aller vers de nouvelles mentalités, de se dire qu'on a fait arrêter de procéder de la même façon voudra dire quoi? C'est-à-dire que le pouvoir de Faure Gnassingbé a dit il n'y a pas eu de réforme, mais les élections ont eu lieu quand même. Et donc on reconduit ça. Il n'y aura pas des élections, mais les locales auront lieu quand même. Peut-être qu'on va continuer cela. Il n'y aura pas de réforme, mais il y aura quand même la présidentielle en 2020. Et que de l'autre côté, on dise, bon, ben, tant qu'il n'y a pas de réforme, on va boycotter, et puis ça arrange l'autre camp. Voilà. Et qu'à la baballe, on évolue comme ça. Il faut que les gens comprennent qu'aucune situation n'est stable et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Parce que, autant il y a eu des crises que le Togo a connues avec des conséquences fâcheuse, même si, je le dis, la marche du temps ne s'est pas arrêtée sur la politique au Togo, il faut comprendre qu'on ne sait à quoi s'attendre demain, et il faut plutôt induire un climat, installer un climat qui nous permet de dire que réellement, d'ici 5-10 ans, on aura un autre schéma, on aura de nouveaux profils, comme je le recommande toujours, pour pouvoir porter ce que nous avons fait et se débarrasser de tout ce qui a été vilain, de tout ce qui a été mauvais acte, d'accord, qui aujourd'hui charge le subconscient des Togolais. Parce qu'en réalité, vous savez, quand les gens se sentent impuissants, ils vous laissent faire. Ça ne veut pas dire qu'en réalité, ils sont d'accord avec vous. Et je parle pour les deux camps. Et moi, c'est ce que je dis en préconisant que nous changions de mentalité, que nous procédions. Qu'on change de paradigme. Oui. Oui, Olivier. Non, mais il faut faire noter une situation, et l'auteur l'a dit, c'est que, aujourd'hui, moi j'ai l'impression que le peuple est pris entre deux feux. D'accord, le feu de ceux qui sont au pouvoir, des dirigeants, et le feu de l'opposition. Le peuple est devenu une marchandise entre ces deux camps. Donc que parfois on échange, on discute, on fait des échanges, ou bien en tout cas un troc. Et l'auditeur là, c'est bien vu. On ne vient pas à la radio pour dire tout et n'importe quoi. Et de toutes les façons, il y a des rumeurs, mais nous n'avons même pas les preuves, donc pour avancer quoi que ce soit. Mais c'est une façon aussi de dire que faisons attention, parce que la politique aujourd'hui, les politiciens ne sont pas forcément ce qu'ils présentent comme visage, ne sont pas forcément ce qu'on pense de. D'accord, très bien, merci beaucoup Olivier. Un radicalisme dur, une merci beaucoup. Allez-y, Sakala. Non, mais très rapidement. En fait, nous ne sommes pas là pour passer des consignes à quelque bord politique que ce soit. Nous sommes là pour analyser, donner nos points de vue sur des sujets que nous avons. Nous donnons aussi la possibilité aux auditeurs de donner aussi la leur. On n'a jamais donné des directives à X ou Y. Nous sommes des citoyens, nous sommes dans la cité et nous vivons ce que nos acteurs nous préparent comme soupe à boire. Donc, quelqu'un a cité certains noms, tout ça là, mais ça m'a un peu amusé à partir du moment où je ne me vois pas, moi, petit Alio Tchakala, donner des instructions à un leader politique pour que non, voici la conduite à tenir par rapport à telle situation. Il y a un autre auditeur aussi qui est dans la même veine. Hein. Il dit que certains journalistes n'ont pas dit la vérité à l'opposition, croyant qu'ils font le journalisme de combat afin de chasser le pouvoir en place. Or, ce pouvoir ne peut partir que l'opposition cesse d'être radicale, mais poser des actes loyaux. Voilà. Il y a des situations sur lesquelles moi je me dis intraitable. C'est la réforme. C'est tout. Les réformes pour l'image de notre pays. Pour que, à un moment donné, on finisse avec cette sempiternelle question de réforme et qu'on engage le pays sur la voie de développement. Quand il s'agira des questions liées aux réformes, pour ça, je ne vais jamais lier ma langue. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Et je voudrais qu'on place rapidement un mot avant de parler du relèvement de notre pays, le Togo, et de l'éducation. On en a parlé déjà une fois. On va relancer le débat puisque depuis le début de la semaine, on en parle. Je voulais vous interroger par rapport donc à l'initiative de la délégation spéciale de Lomé. L'honorable député Aboka, c'est quoi qu'il s'appelle?
Oui, d'accord, très bien. Kossi, à Boka, il refait ce qu'il sait faire le mieux. C'est-à-dire, on détruit les étalages, des gens qui sont dans l'emprise de la voie publique, on les dégage. Et il était célèbre, il est craint pour ça. Il semble qu'il a recommencé le travail. Il veut, et Jean-Marie tout à l'heure le disait, il va le développer à 12h45. Aboka veut des espaces verts aux abords des routes, quoi qu'il advienne, et on dégage tout le monde. Le cas au niveau de GTA est illustratif depuis hier et tout le monde en parle. Quel commentaire vous en faites? Je vais commencer par vous, Tchakala. Oui, Aboka, le triste Aboka, malheureusement, il se signale là où il ne faut pas. Et là où il faut se signaler, il n'apparaît jamais là-bas. C'est vrai, la capitale togolaise ne doit pas être un grand bazar où on va entreposer les choses sans se dessous. Mais les espaces verts dont il parle, nous, on aurait souhaité quand même qu'on crée des espaces verts dans des zones dites d'utilité publique, là, non, pas les espaces que tous les barons sont allés, tous ceux qui sont là. Ah oui, les réserves. Les réserves administratives, il faut le faire. Il faut créer. Le Togo est la seule capitale où il n'y a pas des espaces verts comme ça entretenus. Donc, mais au bord de la route, quelques centimètres, quelques véhicules qu'on gare et il veut en faire toute une histoire disant qu'il faut créer des espaces verts. Moi, je dis qu'il est hors sujet. Il n'est pas... non, c'est des gens sans vision. Quand tu es sans vision, tu es obligé de te signaler de cette triste façon. Aboka, c'est un homme sans vision. S'il était un homme sans vision, ils auraient épargné nos réserves administratives pour en faire des espaces verts et que les gens iraient se reposer, se recueillir. S'il était un homme avec vision, il le ferait. Ils épargneraient les espaces là et puis qu'ils laissent les gens gérer les trucs là et puis bon, s'il faut que ce soit possible, on leur colle des amendes, on te colle une amende une fois, deux fois, trois fois, tu vas t'assagir, mais aller prendre d'assaut tous les réserves à choses publiques, administratives et puis maintenant s'attaquer aux petits centimètres carrés qui se trouvent au bord de la route, je dis qu'il est en train de lâcher la proie pour l'ombre. Pour l'ombre, très bien. Kedanou et puis Olivier. Non, ce que je relève, c'est qu'il le fait souvent, mais à chaque fois, les gens se réinstallent et il faut toujours recommencer. Mais parmi ces gens-là, il y a des gens qui ont quand même l'autorisation en bonne et due forme. Rappelez-vous, lorsque le chef d'État devait quand même inaugurer, fait la pose de la première pierre de l'hôpital Saint-Péregrin, on a dégagé des gens les conteneurs qui étaient là, qui ont de... Oui, c'est en même temps, c'est ça le paradoxe, dans parfois les actions et puis la conduite des affaires de l'État où vous avez des fonctionnaires, je ne sais pas si c'est eux qui sont véreux ou c'est ceux qui prennent les initiatives peut-être de dégagement qui sont, je ne sais pas comment je vais le dire, ou en réalité dans les dessous-tables on délivre des autorisations alors qu'on sait très bien qu'il y a un programme qui est fait pour ces endroits. Qu'est-ce que je veux dire tout simplement? C'est que dégager les routes, en réalité, dégager les abords des routes donne une certaine façade à nos rues, parce que les rues de Lomé n'en ont pas un quand vous regardez bien. Ça donnerait de la façade. C'est vrai que ça va embellir les routes. On a vu le boulevard ici avec les arbres où c'était quand même très beau. Joli. Et puis ces arbres-là, d'ailleurs, avec leur vertu thérapeutique, ça servait. Je crois qu'une fois qu'on dégage les gens... C'est mahogany, non? C'est du mahogany, voilà. Écoutez, si on arrive effectivement à dégager les voies et qu'on ne fait rien, qu'on ne s'étonne pas que les gens viennent se réinstaller. C'est l'aspect que je voudrais relever. Une fois qu'on dégage les gens, si on commence les travaux et qu'on fait les installations, comme au beau milieu, là-bas avec ce que la NASAP est en train de faire, je ne vois pas les Togolais venir se réinstaller sur un jardin qui a été installé au bas de la route. C'est ce que je voudrais dire, je voudrais relever. Donc, une fois avant d'aller dégager les gens, c'est qu'on a pris l'initiative, que tout de suite après, les instruments qui permettent de faire du jardinage commencent déjà à s'installer. Ça va éviter et il faut peut-être proposer d'autres endroits à ces gens-là. Oui, mais Tchakala le disait, oui, au-delà effectivement, c'est-à-dire que c'est de l'autre. Nos réserves administratives, ils l'ont fait entre-temps, ils les ont amenés ailleurs. Je pense qu'entre-temps, ils les ont délocalisés, leur ont proposé un cadre, je ne sais pas ce qui a fait que les gens sont revenus. Merci beaucoup. Et c'est ça, en fait, Olivier. Je voulais relever. Non, de façon, en tout cas, j'étais là, sur le terrain hier. Heureusement. Ou du moins de passage.
il faut dire que c'est une tâche d'utilité publique. Cette opération? Oui, c'est une opération d'utilité publique et je ne partagerai pas totalement l'avis de mon confrère Tchakala. Parce qu'il le faut. Il y a des dispositions, des lois. Les gens ont été informés. Je me rappelle qu'il y a deux années de cela, la même opération a eu lieu là-bas. Les gens ont été informés qu'on viendra les dégager. Et surtout, il y a un cadre qui leur a été mis à disposition au niveau derrière le stade de Kégué, ou du moins à côté du stade de Kégué. Certes, ce n'est pas un endroit très exposé pour des commerçants comme eux. Donc ils auraient aimé avoir un cadre au bord d'une route. Ça, je le comprends. Mais au moins, il faut occuper là-bas tout en discutant avec l'autorité pour trouver un cadre plus adapté pour leur activité. Donc ça, c'est le premier élément. L'État a besoin de cet espace et même ailleurs, il y a des panneaux qu'on met, comme quoi ici, c'est interdit de faire ci, de faire ça. Les gens sont allés jusqu'à construire des baraques et puis des dortoirs là-bas. Donc, une réserve administrative reste une réserve. Et là encore, ce n'est pas seulement une réserve, mais c'est au bord, les abords immédiats d'une route. Et ils sont là-bas, ça peut aussi, un accident dramatique peut arriver, une sortie de route d'un véhicule, et ça peut, l'État a la responsabilité de les protéger, de leur demander de déguerpir. Très bien. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, je vais aller vite, c'est que, oui, M. Aboka a l'habitude de il se comporte parfois comme un éléphant dans un magasin de je ne sais pas quoi, de friperie. Non, de friperie pour adapter ça à nos réalités africaines. Donc, mais il doit, comme mon confrère l'a dit, là je le rejoins, au même moment qu'il fait cette activité ou bien cette opération, il doit aussi veiller à ce que les réserves de l'État, les barons qui ont occupé les réserves, les tout-puissants qui ont pris les réserves pour leur propriété privée, ils doivent pouvoir aussi agir. Comme ça, il y aura équité dans les traitements devant la loi et devant les citoyens. Donc, je crois que toute chose, il faut l'apprécier selon les réserves administratives. Elles sont toutes occupées. On n'en a plus au Togo. On sait qui habitent aujourd'hui. Mais écoutez, si vous voulez, on relancera le débat là une autre fois. Je voulais qu'on parle de l'éducation. L'éducation avec le redressement de notre pays, le Togo. Comment est-ce qu'il faut remettre notre pays, le Togo, au travail par l'éducation. Alors, pour lancer le débat, nous avons au téléphone M. Sonokwan Kofi. Bonjour, Sonokwan Kofi. Bonjour Saint-Éric et bonjour aux auditeurs de Radio Taxi FM Lomé. Merci d'avoir patienté quelques minutes. Vous êtes le directeur de publication du magazine Ensemble, faisons briller le Togo comme l'or de l'humanité. Vous êtes à Montréal, au Canada, bien sûr, ancien candidat à la mairie de Montréal. Alors, nous vous faisons appel ce matin parce que dans votre magazine, vous traitez d'un sujet que nous abordons depuis quelques jours à l'antenne. Comment remettre le Togo au travail de l'éducation et de la formation. Comment faire aujourd'hui briller le Togo comme l'or de l'humanité. Vous mettez un exergue là dans votre journal, la réconciliation du Togo avec lui-même d'abord. Hein. Oui, tout à fait. Vous savez, normalement, la première priorité de tout pays, de toute nation, c'est l'éducation. Mais vu le contexte togolais qui est assez particulier avec des divergences et des divisions, vraiment des positions extrêmes, il est nécessaire en fait de jeter les bases d'une véritable réconciliation pour que les fils et les filles du Togo puissent se donner une main d'association sincère pour créer donc la synergie nécessaire pour faire décoller le Togo et le faire briller comme l'or de l'humanité. C'est pour cela que je mets vraiment un accent particulier sur la réconciliation du Togo avec lui-même. Et en parlant de ça, en fait, je le vois en quatre points, en quatre piliers. Je vais au-delà de la même réconciliation entre les fils et les filles. Je commence d'ailleurs par la réconciliation avec notre Créateur et les principes qui gouvernent en fait l'univers dans lequel nous vivons. Vous le savez très bien.
Il y a beaucoup de principes qui ont été violés dans notre pays, à commencer par les dirigeants jusqu'au dernier citoyen lambda, où l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui mérite donc respect et dignité, est bafoué, piétiné, donc les droits élémentaires ne sont pas respectés. Les gens peuvent être arrêtés pour n'importe quoi, par n'importe qui, et jetés en prison sans aucune raison. Des gens peuvent, juste pour le simple fait d'avoir manifesté leur mécontentement, peuvent se retrouver même tués ou blessés, mutilés à vie. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent être réglées à ce niveau. Et surtout, le point qui, moi, me revient, c'est que le mensonge a pris en fait la place de la vérité. Et dans un pays qui veut aller de l'avant, il faut que cela soit corrigé. Qu'on puisse dire que quand quelque chose est noir, on dit que c'est noir, quand c'est blanc, on dit que c'est blanc, et non l'inverse. Voilà un peu ce que je peux dire à ce sujet-là. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, le prochain numéro de votre magazine, vous intéressez, enfin, le sujet, ça vous intéresse toujours, mais vous mettez l'accent beaucoup plus sur l'éducation, et éduquer et former les Togolais pour la réussite. Et ça, c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Hein. Absolument, absolument. Parce qu'il faut comprendre une chose, au-delà du fait que l'éducation togolaise actuellement, ou le système éducatif togolais est en panne avec les grèves répétées des enseignants qu'on a vues par le passé, les infrastructures qui sont vécues, les programmes qui sont complètement désuets. Déjà, on peut dire sans le moins doute de se tromper que l'éducation togolaise ne peut même pas, actuellement, à l'heure actuelle, répondre aux défis, en fait, que nous faisons face. En plus de cela, il y a le fait qu'il y a les avancées technologiques. Et pour ceux qui savent un peu l'origine de l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui à travers le monde, ils comprendront qu'en fait que ce système même éducatif n'est plus tout à fait adapté aux besoins actuels. Et même en parlant du futur, je vais vous donner deux exemples. En fait, l'éducation telle qu'on l'a connue jusque-là est basée sur les besoins de la révolution industrielle. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans la 7e phase de cette révolution industrielle-là, c'est-à-dire on est à l'ère de l'intelligence artificielle, et cela va faire disparaître énormément de professions comme on les a connues par le passé. Et également, cela va affecter la notion même de la retraite, parce que la retraite est un produit ou une conséquence de la révolution industrielle. Et tout cela est appelé normalement à disparaître, sauf que donc, quand on considère que le Togo est déjà en retard par rapport aux défis actuels, on s'imagine bien dans quelques décennies, qu'est-ce que ça serait, cette école-là, cette éducation, si on ne fait rien pour justement remettre en place un système qui non solument relève les défis actuels, mais aussi anticipe sur les défis futurs pour proposer une solution, en tout cas des solutions concrètes. D'accord, très bien. Écoutez, tout cela, cette réflexion, on pourra quand même la lire dans votre magazine Ensemble, faisons briller le Togo comme l'or de l'humanité. Un magazine qui paraît en Montréal, bien entendu, mais un petit peu en direction de la diaspora et de nous, les Togolais, qui sommes restés encore pour l'instant au Togo, on va dire. Merci beaucoup, Kofi Sonokpon. Je vous en prie, Eric, et bonne journée à vous également. Bonne journée à vous également, mais je voulais juste rappeler que vous êtes membre de la diaspora, vous êtes un ancien candidat à la mairie de Montréal, bien sûr, vous habitez à Montréal actuellement, directeur de publication du magazine Ensemble, faisons briller le Togo comme l'or de l'humanité. Bonne journée à vous. Au revoir. À bientôt. Retour en studio. Alomé, maintenant, comment est-ce qu'il faut relever ce pays? Alors, il dit, le mensonge a pris la place de la vérité dans notre pays. Oui, tout à fait. Et quand c'est comme ça, le Togo ne peut pas briller, Tchakala. Oui, on ne peut pas faire de grandes choses sur une fondation faite de mensonges.
ce que vous allez élever ne sera pas consistant à partir du moment où la base n'est pas aussi solide basée sur la vérité. Donc je crois que tout part sur la vérité. Notre histoire, tout ce que nous faisons, c'est sur du pur mensonge. Et tant que ceux-là qui sont censés être des exemples ne vont pas se départir de cette façon de monter tout, brique par brique sur le mensonge, on ne peut pas faire de notre pays l'or de l'humanité. Le Togo ne peut pas briller comme certains aïeux ont eu à le prophétiser. Donc, je crois qu'il faut que tout reparte sur des bases saines, des bases dépouillées de tout mensonge, et que notre histoire aussi, on retourne sur certains fondamentaux. Mais un pays où, à la place des écoles, à la place des bibliothèques, c'est des bars qu'on voit. Mais vous pensez que ce pays-là peut grandir? Jamais. Mais en Occident aussi, il y a les bars, non? Non, mais pas. Il y a les restaurants. Non, mais ce pays, c'est pas de façon c'est pas de façon anarchique comme ça. Il y a certains pays, même vous ne pouvez pas tenir votre canette et boire en circulant en pleine rue. Ça ne se fait pas. C'est ici, on vous pousse même à la place même sur des chaussées. C'est des gens qui exposent qui transportent leurs barres et consorts sur les choses. Donc les véhicules qui sont censés passer par là sont obligés de bifurquer pour ne pas rentrer dedans. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses. Et Aboka est censé voir de ce côté et laisser tranquille les véhicules qu'il est en train de traquer. Il y a un auditeur qui nous dit que le système éducatif est pourri, véritable usine de fabrication de débrouillards et de chômeurs. Je comprends à travers ce message que dans ces conditions, le Togo ne peut pas briller véritablement. Non, mais nous l'avons dit, l'école de la République a disparu. Et quand j'écoute notre ami Monsieur Sonopon, il a dit quelque chose que les gens ne voient pas. Je l'ai déjà dit ici. À l'ère où on parle de l'intelligence artificielle, l'IA en Europe, en Occident aujourd'hui, où la Chine est très 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 devant, où certains métiers vont disparaître, nous, on n'en est même pas encore à la pédagogie éducative dans nos écoles. Parce que c'est ça, les gens sont passés à cette étape en disant l'école ne peut plus être donc cette magistrature. Là où on vient, on délivre le cours, c'est d'amener l'élève à appréhender les réalités autour de lui et se forger un certain esprit qui décrypte, qui analyse et qui propose en réalité un schéma par rapport à la construction d'une vie. Ça, on passe donc tous les aspects liés à la moralité de côté. Bien sûr. Et aujourd'hui, nous, quand il dit que le Togo est en retard, non, le Togo est un vestige de l'éducation moderne. C'est un fossile. Notre système éducatif, on n'est même pas encore, on est encore dans le gouffre là. C'est-à-dire qu'il faut fouiller le sol. Le Togo n'est pas en retard. Non, mais nous, quand on veut parler non, si on veut être à l'ère moderne de l'éducation, c'est ce que je veux dire. Oui, bien sûr, c'est comme des archéologues. En réalité, on n'est pas en retard, mais on n'a même pas commencé. On n'a même pas commencé, c'est-à-dire que nous, on est ensevelis dans les décombres. C'est ce que je veux dire. C'est ça la situation. Et malheureusement, ça ne meut personne, ça n'inquiète personne. Mais pourquoi ça ne meut personne? Mais justement parce que ça fait plusieurs années qu'on en parle. Mais écoutez, c'est à l'image de tout ce que nous avons dit aujourd'hui, où les gens pensent avoir construit un empire, d'accord, qui les porte au lendemain, mais en réalité, on finira sans gloire. Parce qu'en réalité, quand vous le faites, vous êtes un petit nombre, d'accord, qui bénéficie peut-être de certains avantages, mais en réalité, vous n'êtes même pas proche de ceux que vous voulez égaler, mais vous faites dans le néant tous ceux qui ont amassé des fortunes aujourd'hui et qui ne peuvent même pas en jouir éternellement, et que peut-être les enfants vont vivre une autre vie en déphasage de leur philosophie, mais on a fait du mal à l'humanité, à la population, pour rien du tout. Ceux qui thésaurisent leur argent ailleurs, ou des banques européennes, d'accord, prennent des intérêts, et tout le temps, ou peut-être quand ils vont mourir, c'est leur seule signature qui prévaut, et que les signatures de leurs enfants ne valeront rien, ne font rien du tout. Ça voudrait dire que la morale est tombée totalement. Et il faut la relever. Les verrous sont sautés, c'est ce qu'il est en train de dire. Ça fait partie aussi du mensonge. Et le mensonge charrie quoi? Tous les vices que je suis en train de décrire. Donc c'est pour dire, comme nous le disons, tu le dis si bien, c'est de changer de paradigme, c'est de recréer une nouvelle société en partant d'une certaine base donnée. Et ça, personne n'y réfléchit. Quand je dis ça, c'est que nous avons des chercheurs qui peuvent être de bons pédagogues.
proposer de nouveaux manuels. Vous savez que les intellectuels togolais ne parlent pas très souvent. Non, mais ils peuvent parler à travers leurs écrits, mais ça aussi, ils ne le font pas. Mais c'est pourquoi ça le problème. Ils ne le font pas? Ou alors ils préfèrent publier dans des revues internationales que personne ne lit. Vous en connaissez beaucoup. Non, mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Et eux-mêmes, d'ailleurs, dans leur CV, ils vous disent j'ai écrit dans telle revue, mais c'est incongru. Moi, je pense qu'il faut travailler en réalité pour sa communauté d'abord, avant de vouloir se projeter vers l'extérieur. Olivier Gadia. Non, je crois que qu'est-ce qu'il faut ajouter, c'est que notre système éducatif est totalement en lambeaux. Hein. Nous sommes, c'est tout à recréer totalement. Et chaque jour qui passe, nous voyons donc l'état dans lequel le système est à travers les élèves qui reviennent de l'école ou qui vont à l'école ou qui se comportent dans la rue. Et vous voyez, il n'y a aucune éducation derrière. Et sur le plan donc de moral, sur le plan de l'éducation. En même temps, quand on le dit, il n'y a pas que le gouvernement qui est responsable. Non, jamais, c'est pas ça. C'est-à-dire l'éducation d'un pays n'incombe pas que au gouvernement. Bon, le que est très important. Ça part de la maison. Au gouvernement, l'éducation part d'abord de la maison et la communauté aussi est en charge de l'éducation des enfants. Et aujourd'hui, les enfants, on les retrouve plus dans les dans les vidéos et porno, dans les dans des mises en scène inacceptables que sur le plan de l'excellence. Oui. D'accord? On les retrouve plus dans des comportements répréhensibles que dans l'éducation et l'excellence que nous venons de... La réflexion. Donc la réflexion et la qualité, et l'effort de se surpasser. Voilà, c'est notre système éducatif. Mais je dis toujours que les ministres qu'on nomme dans le gouvernement, moi j'attends une seule chose d'eux, à chaque fois qu'ils arrivent, qu'ils nous disent quelle est leur vision, leur projet, leur programme pour l'éducation togolaise. Quelles sont les réformes phares qu'ils ont prévues au cours de leur mandat dans le gouvernement. On n'a jamais vu. C'est-à-dire alors que notre éducation est à l'étape précambienne. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'a même pas de ministère de l'éducation. Enfin, bon, non, de l'enseignement primaire et secondaire, qui est rattaché à la primature. C'est dommage, alors que la jeunesse, c'est la relève de demain. Mais c'est quelle relève on prépare pour le pays? Ce sont des jeunes qui sont prêts à tricher pour réussir. Ce sont des fraudeurs en puissance. Ce sont des voleurs en puissance. Ce sont des menteurs en puissance. Ce sont des gens incompétents en puissance. C'est ce que nous fabriquons. Très bien. Je voulais maintenant qu'on écoute les auditeurs. Ils peuvent nous appeler sur le 93, 96, 99, 99 ou le 99, 20, 09. On a encore 5 minutes pour ces auditeurs-là. Mais ce n'est pas, pas totalement de leur faute aussi quand tout ce que Olivier décrit, c'est certes la réalité, ce n'est pas totalement de leur faute. Et je l'ai souvent dit, quand la conscience politique n'est pas là pour donner le bon exemple, ou l'enfant qui étudie par exemple les éléments basiques de la vie, voit l'autorité qui les bafoue comme si ça n'existait pas. Il n'y a pas d'idéal. L'enfant se dit pourquoi on me l'apprend alors si en réalité ça ne peut pas me servir. D'accord, ça. Très bien. Merci beaucoup Kenanou Issifou. Alors on a parlé politique, on a parlé avocat, on a parlé quoi Robert Le Togo sur le tapis. Alors on a un auditeur au bout de la ligne, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour cher grand citoyen d'État, comment allez-vous? Je vais bien chaud. Ça va très bien, merci. Quel est votre nom? Nous vous écoutons, Seydou. Oui, je voulais parler de la politique. Allez-y. Au niveau de réforme. Je comprends que certains de vos confrères disent que l'opposition devrait aller aux élections même sans réforme. Je crois que vous les invitez dans votre studio pour venir faire des émissions. Mais si vous les invitez, savent qu'il n'y a pas de micro qui veut venir faire cette émission. Avec quoi ils vont faire cette émission? Mais je crois qu'aujourd'hui, le problème du Togo, c'est les réformes. Que ce soit les hommes publics, que ce soit les hommes politiques, ou bien vous, les hommes des médias, on devrait finir dire au gouvernement de faire les réformes, quel que soit ce qui se passe. Parce que les réformes qu'on doit faire, ce n'est pas pour moi, c'est nous, ni pour vous, Eric, ni pour Paul Yacine. C'est pour le peuple togolais. Mais dire qu'on devrait faire les réformes, mais à défaut de réformes, on voit des élections comme ça, avec les résultats. Je vous en prie, que les hommes des médias nous aident
D'accord. De ce côté. Merci beaucoup, Seydou. Merci de nous avoir appelé. On a compris le fond de votre pensée. On va prendre un autre auditeur sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09. C'est qu'on est pas allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô, monsieur, bonjour. Bonjour, c'est monsieur? C'est monsieur Zoukenine. Monsieur Zoukenine. Oh, nous vous écoutons. Bon, ça peut parler des élections à venir. Allez-y. Je vais essayer de donner un exemple par une imagerie. Allez-y. Vous imaginez que l'opposition décide d'aller aux élections. Alors que nous avons, au niveau des élections locales, bon, je donne cette précision au maire. Lorsqu'il va falloir élire un maire, et que nous allons dans un quartier voter le maire de cet arrondissement, un arrondissement composé peut-être par 4 quartiers ou 5 quartiers que nous maîtrisons bien. Si jamais nous allons dans le centre de vote et que nous élisons un maire connu de tous, proclamé dans les 4 quartiers, reconnu comme tel, est-ce que vous imaginez un seul instant qu'on puisse nous faire venir? Ah, on a perdu M. Zoukenine et on aurait bien écouté son imagerie jusqu'à la fin. On va prendre notre auditeur. Allô? Allô, oui. Bonjour, monsieur Eric. Monsieur Mionouko, comment allez-vous? On remercie Dieu toujours. Nous vous écoutons. Ok, j'aimerais m'adresser ceci à monsieur Aboka de s'approcher au maire de la ville de Lomé. Les agents qu'il déploie et les agents vont à côté des gens qui installent leurs marchandises sur les trottoirs et ils les prennent de l'argent pour leur donner des tickets. Mais quelle éducation ils donnent à ces gens-là? Quelqu'un qui a étalé ses marchandises sur le trottoir, l'agent du gouvernement arrive à son niveau, il tend le ticket, il prend de l'argent. C'est ça qui va avancer notre pays? Mais j'aimerais m'adresser sincèrement à M. Aboka de s'adresser à ces gens-là qui n'ont qu'à commencer par à rectifier cette manière de vivre-là. Très bien. Monsieur Mionouko, merci beaucoup pour ce coup de gueule. Passez une excellente journée. On va prendre le dernier auditeur. Allô? Allô? Ah, oui, je suis le dernier. Oui, bien sûr, monsieur Komi. Monsieur Eric. Oui, nous vous écoutons. J'aimerais rassurer tous les journalistes que les opposants n'iront plus aux élections sans réforme. Ah bon, ils vous ont dit ça? C'est-à-dire, nous qui sommes population, nous sommes fatigués que les gens reviennent nous dire on nous a volé. Nous sommes fatigués d'entendre que, voilà, on a été, les conditions n'étaient pas bonnes, 2 voix à Lomé vaut 11 voix à l'intérieur. On en a marre. Et que d'autres touchent à leur rémunération mensuelle et que nous peinons à trouver l'eau potable. Donc j'aimerais rassurer tous les journalistes qui comptent que l'opposition togolaise doit encore aller aux élections sans réforme. Chez moi, ça n'existe plus. D'accord. J'aimerais prendre en témoin l'élection 2010, l'élection 2015 et les législatives de 2013. On a eu des gens qui sont allés. Qu'est-ce que ça nous a donné en retour? On a des routes qui ne sont pas faites. On n'arrive même pas à attraper les gens. On détourne, on n'arrive pas à attraper les gens. On manigance des choses, on n'arrive pas à voir les gens. C'est quoi au juste? Pour l'éducation, j'aimerais dire que ça revient au gouvernement, la responsabilité 100%. Nous, les parents, nous avons la responsabilité morale d'éduquer nos enfants. Mais apprendre à l'enfant à lire, à écrire, à deviner son lendemain meilleur, c'est l'État. Et c'est l'État qui doit mettre les structures en place. On a été tous obligés d'aller enseigner lorsqu'on était tout jeunes. Regardez comment on a fait les répétitions et les cours dans les écoles privées. C'était malgré contre nous, notre volonté. Et ça continue. Quand on pousse les gens contre leur volonté à enseigner, nous aurons quelle relève? C'est ce qui existe aujourd'hui. D'accord. Merci. Merci beaucoup, M. Komis. Ce sera sur vous qu'on va arrêter donc les coups de fil. Merci de nous avoir appelés. Alors, il y a plusieurs réactions par rapport à ce cas de M. Aboka. Il y a un auditeur qui nous dit, espace vert, d'accord, mais que faisons-nous de la lagune de Lomé et ses abords? Allez-y voir, la lagune est brillée dans le plateau à Abidjan par son trait attractif,
sans parler de la scène à Paris, nous dit donc cet auditeur. Il y a un autre aussi qui évoque il y a beaucoup de réactions sur le sujet de Aboka. Un auditeur qui nous dit: vous faites bien le diagnostic, mais vous faites semblant de ne pas trouver la cause. L'éducation d'un peuple est une affaire de l'État, nous dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit, permettez que je retrouve le message. Il y en a pas mal, je suis en train de choisir le message. Et il y a un autre qui me dit: si aujourd'hui vous demandez à la C14 d'aller aux élections locales, avec quel recensement, quelle liste? Ce que nous avions dénoncé, si l'opposition va à cette élection, donc ils ont tout validé pour 2020 sans réforme. Même s'il faut boycotter la présidentielle de 2020, il le faut, nous dit donc l'auditeur. Messieurs, merci beaucoup de devoir s'arrêter là. Merci à Olivier Adia, le patron du journal Arakiri et de l'agence de presse Afripresse. Tchakala Alirou, le courrier de la République, et Kenano Sifou Lessad. Merci également à M. Kofi Sonokmon qui nous a appelé donc de Montréal pour lancer le débat sur l'éducation. Merci à Emmanuel Afanyagbe qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint Rigator. À demain si Dieu nous donne la vie. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.